Bonsoir à tous, bienvenue à Arcopole. Alors, je vais vous faire d'abord une présentation de Arcopole et après je passerai la parole à Delphine pour vous parler de l'association holistique. Donc Arcopole est un espace de coworking, donc il y a plusieurs entreprises à l'année à Arcopole et Arcopole aussi est partenaire de plusieurs associations. Donc Arcopole, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on loue des espaces, donc des salles de réunion. Donc il y en a une ici, il y en a une en haut et il y en a encore une dans le fond. Donc où on peut organiser soit des formations, soit tout simplement du coworking à plusieurs dans les mêmes salles. À l'année, il y a 6 entreprises à Arcopole. Donc il y a Lium, qui est une agence de conception lumière. Il y a Kin Studio, qui sont en bas, donc c'est des studios d'enregistrement professionnels. Il y a Lucie Lenéon, Espace Sedona, qui est un bureau qui est juste derrière là-bas. On a Delphine Choma, naturopathe, qui est ici. On a Elite Mindset, donc Thomas, qui est dans ce bureau-là. Mindset, c'est un coach en thérapeute. C'est vrai que Lucie, j'avais oublié de dire. Donc, Lucie, elle fait du yoga du visage, elle fait des soins énergétiques et elle fait, j'ai oublié le dernier, non, elle fait plus de sophro. Access Bar, merci. C'est ma croyance limitante a été limitée. Et Enkira, qui est une nouvelle entité, je vais vous en parler un peu aujourd'hui. C'est un nouveau centre de formation qui élit le siège ici à Arcopole. Donc ça, je vais vous en parler plus en détail. Donc Arcopole est partenaire de 2 associations. Donc l'association Les Talentueuses, qui font des concerts, qui faisaient des concerts, on va dire, de groupes locaux à peu près 4 fois par an. Là, c'est un peu en stand-by avec les conditions actuelles. C'est un peu compliqué. Par contre, en ce moment, Arcopole est partenaire d'Holistique, donc il y a une association pour le bien-être. Mais ça, Delphine va vous en parler mieux que moi. Un petit focus sur Enkira, parce que c'est tout nouveau. En fait, c'est un centre de formation spécialisé en bien-être. Donc pour l'instant, nous avons deux formateurs. Et la première formation en fait, qui va avoir lieu avec 2 formateurs d'Enkira, c'est celle-ci. Donc de la sexualité au couple, recréer du lien avec soi et l'autre. Donc justement, Lucie et moi-même proposons c'est un stage de 2 jours sur un week-end qui se passe dans un gîte super sympa. Donc c'est la première formation où on prend 2 formateurs ensemble, chacun avec évidemment ses spécialités. Pour ceux qui connaissent Lucie, plus sur la communication, parce qu'elle fait de la CNV, et puis moi plus sur la spiritualité et l'énergétique. Voilà. Enkira, l'objectif, c'est de vous proposer un large panel de formations sur le bien-être, donc sous forme d'ateliers. Donc on a le bien-être holistique déjà, la spiritualité, la radiesthésie, donc ça peut être pendule, baguette ou clair ressenti, tarot de Marseille, numérologie du tarot, yoga du visage et la formation dont je vous ai parlé, couple et sexualité. En formation professionnalisante, pour l'instant on en a 2, donc c'est les soins énergétiques holistiques et le yoga du visage. Et donc d'autres formations seront à venir bientôt. Donc le site internet est en train d'être construit. Et on mettra aussi bientôt des méditations en ligne. Donc ça c'est une demande qu'on a beaucoup en fait. Soit quand on fait nos soins ou autre, il y a beaucoup de méditations, on demande bah oui mais j'arrive pas à trouver la méditation de Mère Divine et tout ça. Bah oui, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, on va mettre bientôt des méditations en ligne. Et je vais passer la parole à Delphine qui va nous parler d'holistique. Bonne soirée. Ouais. Bonsoir à tous et toutes. Voilà, donc Holistique, c'est une association qui a été créée on s'est rencontrés en 2019, on l'a créée en 2020. Voilà, c'est vraiment, on était tous des passionnés du bien-être, de thérapie alternative, de voir la vie autrement, avec un autre regard. Donc on a décidé de promouvoir tout ce qui nous touchait, d'essayer de mettre en lumière tout ce qui nous a touchés, tout ce qui nous a rendu service, d'abord nous, dans notre vie. Et puis ça a été un lieu de rencontre. Et puis ça a amené vers nous et ça nous a amené vers d'autres personnes. Donc on souhaite faire partager. Et Holistique abrite donc ce lieu. Ce lieu de rencontre. Et c'est un partenariat avec Arcopole qui abrite Holistique. Voilà. Donc tout ça, ça c'est sous forme de cycle de conférences. Il y aura peut-être des ateliers, mais là c'est plutôt sous forme de cycle de conférences. Voilà, donc les membres de Holistique, là, donc vous avez Marianne qui fait de la...
Ah, excusez-moi. Ça s'appelle, peux-tu m'aider? Voilà, du coaching. Action type, qui est une sorte de thérapie comportementale, si je ne me trompe pas. Voilà, un accompagnement comportemental. Donc ce coaching et et les régressions. Voilà, donc vous la verrez là. Elle vous expliquera ça mieux autour d'un verre tout à l'heure. Sylvain, donc, qui est thérapeute énergéticien, qui travaille aussi également harmonisation, feng shui, harmonisation de l'habitat, feng shui. Voilà. Moi-même, Delphine Chaumat, naturopathe. Donc beaucoup, moi, je pratique le profilage alimentaire, vraiment la thérapie alimentaire et la thérapie fréquentielle. Lucie, donc, Access Bar, yoga du visage et également la communication. Vous avez Cyril, qui lui est à la technique, qui habite dans Kin Studio, en fait. C'est le voilà, donc au niveau du studio d'enregistrement. Caroline, qui est professeure de yoga. Et Audrey, également professeure de yoga et passionnée de beaucoup, beaucoup de choses. Vous découvrirez ce soir. Donc, vous pouvez évidemment venir nous rejoindre si vous souhaitez agrandir notre cercle, partager toute cette autre vision du monde. Devenir membre d'Holistic, c'est 15 € à l'année. Vous aurez accès également à toutes les vidéos qui sont filmées, voilà, et qui seront sur le portail de l'association. Donc, au programme... je suis allée un peu vite, non? Hop. Nous allons accueillir durant le 2022, le premier trimestre, un peu plus, donc sciences et sixième sens, la thérapie alimentaire, hypersensibilité et sexualité, la communication bienveillante et la zoothérapie. On espère accueillir un poney, mais c'est pas sûr, hein. Voilà. Ce soir, nous accueillons donc Audrey avec le yoga des émotions. Donc je ne sais pas si tu souhaites que ce soit sous forme interactive ou s'il est prévu que les questions soient groupées à la fin. Quelle est la formule? Alors, donc voilà, donc vous gardez bien vos questions. Elle y répond à la fin. Et à la toute fin, je vous propose qu'on se rejoigne au bar pour vivre un moment de rencontre. Parce que c'est ça qui nous intéresse, qui est développer un écosystème, un écosystème de bienveillance, de rencontres, de développement, voilà, et de curiosité également. Et on souhaite que cette communauté prenne racine ici. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus le plus souvent possible. Audrey, merci beaucoup. À toi. Alors bonsoir à tous, à toutes. Je suis vraiment heureuse d'être là avec vous ce soir et de partager mon expérience, voilà, vos questions, réponses, nos interactions. C'est un moment convivial et voilà, en toute proximité, donc profitons-en. Voilà, moi je suis professeure de yoga depuis 2016. Il y a 2 ans, j'ai été formée à une technique de coaching quantique, coaching holistique également. Et forte de cette expérience, c'est vrai que j'aime accompagner les gens en passant par le corps. Parce que pour moi, vraiment, le corps, il est tout le temps dans le moment présent. Selon ma vision, il dira toujours la vérité. Et c'est vrai que j'aime vraiment accompagner cette conscientisation du corps, de l'esprit, de l'âme. Mais en tout cas, mon focus porte sur le corps. Voilà. Donc, le cheminement émotionnel de cette personne à l'écran, donc de ce petit enfant jusqu'à la personne qu'elle est devenue, 47 ans récemment. C'est vrai que j'ai à cœur de partager avec vous ce cheminement émotionnel puisque j'en ai tiré pas mal de leçons, j'en ai tiré vraiment, on va dire, un enseignement. Et ce n'est pas pour le plaisir de parler de soi, mais c'est peut-être pour vous conscientiser sur le fait que vous aussi, vous avez vécu des moments analogues et que vous pouvez connecter, on va dire, des états de conscience qui vont vous rapprocher, on va dire, de votre vérité. Alors, on va dire que mon chemin de vie, c'est 3. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu en numérologie, c'est vraiment la vibration de l'enfant intérieur, la personne qui aime jouer,
qui aiment la communication, qui aiment la reliance, vraiment voilà, vivre avec le groupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon challenge personnel, c'est tous les jours de me rapprocher de l'énergie de cet enfant intérieur, parce que c'est vraiment ce qui me permet voilà, d'aller vers ma lumière. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre chemin de vie, j'ai des bonnes références littéraires à partager avec vous. Vous verrez, c'est toujours intéressant. Et donc, moi, j'ai commencé, on va dire, ma vie sur Terre avec une candidose. Alors, ça peut être une petite maladie comme ça, mais quand on l'a déjà en étant bébé, c'est invisible, mais ça fait mal. Et donc, j'ai toujours entendu enfant très, très pénible, enfin bébé très, très pénible, de 0 à 3 ans, elle nous a cassé les oreilles, elle a toujours pleuré, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on mange, quand on est un bébé et qu'on a une candidose, on brûle de l'intérieur. Et donc, en effet, ça peut être gênant. Ensuite, comme beaucoup d'enfants, j'étais un peu hyperactive, hyper émotive, et puis j'avais mon franc-parler. Et donc, c'est vrai que j'ai entendu que j'étais déstabilisée, déstabilisante. Donc, on a tendance à se replier sur soi, puis à se dire je ne vais pas faire trop de bruit, parce qu'en effet, ça peut être gênant pour l'entourage. Et puis, comme je trouvais que je n'étais pas en super sécurité avec mes parents, je me suis parentisée très jeune pour leur venir en aide, essayer de faire de la médiation, enfin bref. Je vais à l'école, ça se passe pas trop super parce que j'aime pas me coller aux autres, j'aime pas trop aussi entendre les réflexions des profs, je me sens pas super bien, donc tendance à rester un peu dans mon coin. Et puis on grandit, l'adolescence, premier gros chagrin d'amour. Ma sœur, qu'on appelait ma jumelle, elle décide de tomber, de s'énamourer d'une super copine de son âge, et là, je me dis, wow, c'est pas possible, ça, c'est trop violent. Et je trouve beaucoup de réconfort dans la nourriture. Voilà. Donc, qui dit trop manger, dit, on va dire, des kilos émotionnels, voilà. Et je commence à visiter la blessure d'humiliation. Normal, puisque on ne correspond pas trop aux standards. Et là, ça commence à être un peu trop perturbant pour moi. Et je me dis, élan vital, c'est pas grave, je vais faire le contraire. Je vais correspondre aux standards de la mode et du physique. Et je m'engage sur 4 ans d'anorexie. Là, je sens que mon corps, quand même, c'est pas évident pour lui. Mes dents cassent. Enfin bref, je suis pas en super santé. Donc j'ai un mental très puissant qui marche très très bien. Je deviens intelligente du jour au lendemain. Enfin, quand même, je sens que physiquement, c'est pas la joie. Bon, mais je trouve pas encore de solution à cet âge-là. Et puis, je m'investis à fond dans mes études, dans le travail, parce que on est beaucoup dans le faire quand on est fatigué, hyperactif. Et puis, 24 ans, un enfant, puis un autre, un état de santé qui continue à, on va dire, descendre, épuisement. Je sens pas trop la dépression s'installer parce que, énergie vitale puissante, mais en même temps, je sens que vraiment mon corps trinque. De là, un jour, j'ai la chance de pousser à la porte d'un cours de yoga. Et je sens vraiment que mon corps me remercie. Je sens que mon âme est heureuse, que mon cœur souffle. Enfin bref, je me dis, waouh, là, j'ai rencontré vraiment l'énergie d'une pratique qui me convient. Donc, je prends pas mal de cours. On va dire que j'expérimente différentes formes de yoga. Et puis, je décide de me former. Et là, je décide de choisir une formation, on va dire, adaptée à ce que j'aimais beaucoup, puisque j'allais souvent en Inde et vraiment j'aimais l'énergie de l'Inde. Et je vais dans un ashram. Là, c'est une formation très intense sur 30 jours. Et c'est juste génial, enfin en tout cas pour moi, ce que j'attendais. Sauf que mon corps me lâche complètement et je brûle de douleur du début jusqu'à la fin. C'était 6 heures de pratique yogique par jour. On chante, on médite, on fait du karma yoga, donc on fait la cuisine. Enfin bref, on bosse beaucoup quand même. Et puis, j'ai l'impression que je ne suis plus qu'un corps de souffrance. Donc je me dis, génial, enseignement. En sortant de l'ashram, je décide de prendre soin de mon corps et vraiment de le mettre au premier niveau de mes préoccupations. Mais c'est pas si facile que ça finalement, parce que même si on sait que c'est une des priorités, n'ayant pas, on va dire, un stop brutal du corps, bon an, mal an, je continue mon chemin. Et puis là, je pousse une deuxième porte très importante dans ma vie. Je découvre justement un enseignement de coaching holistique qui nous aide, grâce à des exercices, afin de reprogrammer son subconscient,
à, on va dire, monter en amour pour soi. Et je vais à la première session on va dire, de stage. Et là, quand on me demande de connecter des émotions d'estime de moi, de confiance en moi, on va dire d'estime, de fierté, blackout. Et là, franchement, ça a été vraiment un choc. Je me souviens que les gens étaient charmants, mais je me suis juste dit, bon, ce soir, tu restes dans ta chambre d'hôtel, tu fais des exercices et tu me trouves au moins 10 moments. C'est indispensable. Parce que là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a bien au moins 10 choses qui sont, on va dire, cohérentes, dont tu peux être fier dans ta vie. J'arrive pas à en trouver 10 le lendemain, mais enfin, quand même, je conscientise que là aussi, il y a un problème. Parce que quand il s'agissait de trouver des moments pour aimer les autres, alors il y en avait plein, mais pour soi, c'est vrai que c'était très, très engageant. Donc, je termine, on va dire, cette formation. Et là, bien sûr, grâce à vraiment un accompagnement holistique, parce que la formation passe par le corps. C'est un chiropraticien qui l'a mise en place et il sait à quel point, je veux dire, pour vraiment venir en aide, il faut libérer les croyances limitantes, libérer les peurs. Et là, vraiment, j'arrive à ouvrir le vortex du cœur et je comprends à quel point, vraiment, j'ai envie d'accompagner les gens en ce sens. Donc, tout ceci, ce n'est pas vraiment pour parler de mon expérience, mais seulement s'il y a des choses, voilà, dans ce que je vous dis, qui résonnent avec vous. Et si vous, après, on va dire, cette conférence, vous avez envie de faire un petit bilan par rapport à ça, c'est toujours très intéressant. Parce que, comme je vous le disais, parfois, la vie, elle ne vous bloque pas brutalement. La maladie, elle a toujours un message à apporter. Mais moi, en l'occurrence, je ne pouvais pas dire que j'étais bloquée. La dépression, je ne l'avais pas sentie non plus. Parce que je portais un vrai masque de gaieté. De l'extérieur, bah ouais, les choses allaient bien. Et puis voilà, tant qu'on ne s'écroule pas, bah, on continue à cheminer. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut être attentif, même si les signes ne sont pas énormes. Alors, c'est quoi une émotion? Donc une émotion, si on part du principe que la vie est une quête émotionnelle qui nous apporte des événements dont on a besoin pour monter en niveau de conscience, pour se connecter de plus en plus à l'amour pour soi, à l'estime de soi, à l'amour pour les autres, et donc, on va dire, à cultiver un socle de gratitude, eh bien, cette quête émotionnelle, il faut bien donc la nourrir au travers des émotions. Et donc, pour, on va dire, dédramatiser le sujet, on va dire qu'une expérience, c'est juste une expérience qui est psycho-corporelle, de l'état d'esprit d'un individu, donc ça c'est à l'instant T, un état d'esprit, il bouge, lié à un objet, pardonnez-moi, qui réagit aux influences biochimiques, ça c'est le corps, c'est interne, et environnemental, c'est externe. Donc une émotion, si on ne l'atteint pas de jugement, ben, on l'accueille comme elle vient, et elle nous aide au final donc, à cheminer sur l'expérience de vie qu'on est venu faire. D'où vient-elle? Alors, si on pense que donc justement nous sommes un esprit, un corps et une âme, cette émotion, elle vient de notre neurobiochimie interne. On va dire la qualité de nos émotions, elle dépend de neuropeptides, et là, c'est vraiment, ça provient de notre système hormonal. C'est stocké dans les systèmes nerveux central, système nerveux périphérique, sympathique, parasympathique, on en reparlera dans la conférence, et également de neurotransmetteurs. Ça, c'est vraiment les pulsations que notre cerveau va envoyer. Et en fonction de la nature et la qualité donc, de ces messages, de ces signaux, eh bien, on va arriver à bien absorber nos émotions et les rendre plutôt riches ou pas. Et là, elles peuvent nous faire descendre dans un cercle vicieux. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je tiens à souligner que notre santé physique est vraiment importante, parce que si on veut bien absorber les challenges et on va dire les expériences de la vie, bah, c'est quand même mieux d'avoir un corps qui peut bien absorber justement ces énergies qui circulent. Alors, cette slide pour parler de la reliance de nos émotions et de l'impact qu'elles ont sur nos organes. Parce que vraiment, une émotion, elle a une interrelation entre les muscles, les organes et l'esprit. Alors, par exemple, vous le voyez, la thyroïde, elle va, on va dire, stocker les émotions de honte, culpabilité. Poumons, tristesse, impuissance.
estomac, rate, c'est vraiment lié à l'émotion de manque d'estime de soi. Cœur, à capacité à aimer et à se sentir aimé, là c'est plutôt une peur. Pour le rein, donc le rein cristallise également la peur. Dans le foie, pardon, c'est la colère que l'on stocke. Vésicule biliaire, ressentiment, anxiété, frustration. Intestin, côlon, c'est la tristesse, l'impuissance. Surrénal, honte, culpabilité. Et dans la vessie se loge la peur. Voilà, donc généralement, les émotions, comme on peut l'imaginer, donc elles sont là pour nous donner une indication. Et par exemple, si on enlève toute teinte de jugement, la colère, elle est juste là pour dire il y a un problème, mes valeurs ne sont pas respectées. Bien souvent, c'est ça. Et la colère, j'ai souvent entendu, moi, que la colère était dévastatrice, mais je pense vraiment que la colère, parfois, elle permet de déclencher un véritable changement, parce que quand on en a marre de réagir comme on est, elle permet vraiment de passer à un switch. Donc, on décorrèle chaque émotion de jugement, et là, déjà, on les aborde de façon quand même plus bénéfique. Bien souvent, la tristesse aussi, elle est là pour dire le corps, il sait qu'il y a quelque chose qui est fini, mais le mental s'accroche. Parce que le mental, bien sûr, lui, il ne veut pas disparaître, hein. Et donc, il s'accroche et il résiste au changement. Par exemple, la peur aussi, elle est là pour nous envoyer des signaux de si on ne réagit pas, si on ne change rien, attention, catastrophe. Voilà. Il faut juste on va dire, les aborder et les vivre pour ce qu'elles sont, des signaux, des messagers. Alors, à quoi servent-elles ? Eh bien, comme on l'a dit, les émotions, elles nous servent à monter de niveau de conscience. Elles nous servent vraiment comme le plus beau carburant que le corps peut nous donner. Et donc, même si on dit qu'elles sont de bonnes conseillères, mais de mauvais maîtres, on va dire que l'enseignement à retirer de ce que l'on partage ce soir, c'est que vraiment, il faut apprendre à les faire tourner. Puisque la vie, si c'est une quête émotionnelle, on peut dire aussi que c'est une danse avec ses émotions. Et les accueillir à cœur ouvert et les prendre à bras-le-corps, c'est la meilleure façon, on va dire, de vivre cette expérience terrestre pour être en bonne intelligence avec soi-même et avec les autres. Alors, les 3 peurs majeures. Généralement, quand on ressent une peur, on peut dire qu'elle découle de ces 3 peurs majeures. Au final, par exemple, on peut avoir la peur de manquer d'argent, on peut avoir la peur de tomber malade, la peur de perdre un enfant, c'est une peur très intense chez beaucoup de personnes, la peur de perdre... je n'ai pas forcément énormément d'exemples parce que c'est pas forcément mon fort au niveau des expérimentations, mais en tout cas, il faut savoir que les peurs, elles découlent généralement de ces 3 peurs majeures. Et généralement, une peur, elle provient de 2 émotions qu'on n'a pas réussi à bien appréhender. C'est la colère et la frustration. Donc quand vous êtes en colère et quand vous êtes frustré, soyez attentifs parce que c'est quand même déjà le rempart vers la peur. Et quand colère et frustration ne sont pas bien, on va dire, diluées, généralement, c'est tristesse et impuissance qui n'ont pas été écoutées. Si vous regardez le dessin animé vice-versa, vous verrez, c'est très très bien explicité. Et comme c'est drôle, généralement, on le retient bien. Derrière des peurs qui ne sont pas, on va dire, appréhendées ou accueillies comme elles devraient l'être, derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des croyances limitantes. Tout ça, c'est encore très, on va dire, protecteur, hein. Tous ces mécanismes de défense, ils sont là justement pour protéger l'ego et puis permettre de conscientiser les choses. Et donc ces 3 peurs majeures, vous avez eu le temps de les lire. La peur de ne pas être à la hauteur, alors ça c'est souvent une peur juvénile, quand on n'a pas, entre guillemets, tué le père ou tué la mère, quand on ne s'est pas, on va dire, départi des autorités paternelles et maternelles, c'est une peur qui peut être très très importante. Elle peut aussi être validée comme je suis complètement illégitime. Et
c'est une peur qui n'est pas toujours évidente à désamorcer parce qu'on n'arrive pas forcément à bien la décrypter. Mais c'est un peu, vous savez, l'émotion de l'ange déchu, quoi. Mais qu'est-ce que je peux mériter Et on a du mal à recevoir quand on va dire, on traverse cette peur-là. Puis bon, la peur de ne pas aimer et de ne pas être aimé, voilà. Je pense que tout un chacun la traverse à un moment ou à un autre, et bien sûr, tout ça, c'est fait pour qu'on grandisse. Alors, pourquoi prendre ces émotions en considération ? Alors déjà, comme on sait qu'on a un véhicule dans lequel on va habiter, en tout cas pour toute cette expérience-là, pour moi, on va dire la valeur numéro 1, c'est la santé. Parce que c'est juste que quand on l'a perdue, qu'on sait à quel point elle est importante. Et c'est vrai que, tant qu'à faire, privilégions quand même voilà, notre qualité de présence, notre qualité de vie, avec une bonne santé. Ensuite, l'estime de soi et l'amour pour soi. Donc, l'estime de soi, c'est tout simplement la distance entre la personne qu'on est et la personne qu'on rêve d'être. Donc, généralement, plus la distance est longue, moins l'estime est grande. C'est proportionnellement inverse. L'amour pour soi, ça provient également on va dire, de l'image qu'on a de soi, l'estime de soi. Par exemple, c'est comment on se voit, comment on se parle. Ça, c'est très intéressant de noter comment on se parle. Et ces petites phrases assassines, qu'est-ce que je suis bête, mais vraiment, mais je pense à rien. Enfin, c'est des petits détails qui paraissent insignifiants, mais qui nous en disent long sur la façon, dans la façon dont on se voit et dont on se juge. Et j'aimerais bien qu'un jour ce mot ne soit plus employé, parce que ce juge, mon Dieu, comme il est intéressant de le faire taire la plupart du temps. Et puis aussi la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est génial de la ressentir parce que c'est vraiment ce qui nous permet de déclencher les actes. Je le fais, pourquoi ? Parce que je sais que je peux le faire. Je sais que je peux y arriver. La confiance en soi, quand on la contacte, c'est juste énorme. On peut tout faire. On sait qu'on peut tout créer. Ensuite, éprouver de la joie le plus souvent. La joie, c'est vraiment l'émotion de base. C'est l'émotion qu'on aurait envie de vibrer tous les jours au maximum du temps. Et bien sûr, plus on vibre la joie, plus on peut s'approcher d'une certaine forme de bonheur. Et puis, vivre l'instant présent, pardonnez-moi. Donc, on en revient à la vérité du corps. Vivre l'instant présent, si on peut dire que le temps existe, en tout cas, c'est nous connecter à l'ici et maintenant. C'est aussi nous libérer, on va dire, de ce qui s'est produit dans le passé et ce qui nous inquiète du futur. Et c'est vrai que quand on est apaisé, quand on est ici, maintenant, on peut aussi créer des choses de façon écologique et en respect de soi. Et puis réaliser la vie de ses rêves. Je pense que ça vous parle, en tout cas je le souhaite. Parce que vraiment, tout est magie. Et à partir du moment où, justement, vous consolidez des socles de confiance et d'amour pour vous, c'est pareil. Vous attirez à vous les situations, les personnes, les circonstances qui vous permettent d'accéder à vos rêves, à vos visions. Donc, tout ça, c'est possible et c'est la bonne nouvelle. Alors, le yoga. Le yoga, il y a beaucoup à dire sur cette pratique ancestrale. J'aime cette assertion du professeur Iyengar qui dit qu'il ne change pas seulement la façon dont nous voyons les choses, mais il transforme profondément la personne qui voit. Et quand je me reconnecte à cette première expérience de yoga, vraiment, j'ai senti que toutes mes cellules me disaient « mais recommence, c'est tellement bon pour l'expansion de ton être complet ». Et c'est vrai que le yoga, c'est une pratique complètement holistique, parce que le yoga va vous permettre de prendre en compte votre dimension corporelle, votre dimension mentale, votre dimension spirituelle. Et donc, je trouve que c'est juste génial. Le yoga, c'est vraiment, on va dire, la permission que vous vous offrez tous les jours de vous traiter en première classe, puisque on peut démarrer la journée en faisant du bien à son corps. On peut démarrer en apaisant, par exemple, les bruits du mental quand on a eu une nuit évocatrice, un peu chargée, voilà. Et on se dit, je ne suis pas vraiment complètement reposée, là, que s'est-il passé ?
Ça nous permet de nous connecter à notre pouvoir complètement complet, pouvoir sur soi, puisque la seule personne qui peut vraiment agir dans sa propre vie, c'est toujours nous-mêmes. Et donc, on sait pourquoi le yoga a tant de succès en Occident, parce que nous, en plus, on a la chance, beaucoup plus qu'en Inde d'ailleurs, hein, de connecter multiples formes de yoga, parce qu'en Inde, y a quand même la tradition qui pèse beaucoup, hein, et c'est beaucoup le yoga qui passe par les postures, mais en Occident, on a pu, on va dire, explorer des formes un peu plus originales, un peu plus, on va dire, complètes. Et par exemple, le yoga du rire, ça fait un bien fou, hein, ça permet de connecter la joie en un claquement de doigts. Le yoga du rêve, génial pour avoir des états modifiés de conscience et de l'expansion de conscience. Bien sûr, le yoga, le Kundalini Yoga, qui est le yoga de l'énergie. Il y a aussi le Bhakti Yoga, le yoga du chant. Qu'est-ce qui fait plus de bien que le chant quand on est triste? C'est juste vraiment génial. Enfin bref, il y a multiples formes de yoga, et c'est vrai que chez nous, un clic, une adresse, et on peut vivre ces expériences. Donc, je vous invite vraiment à explorer, et puis à pas limiter, on va dire, ouais, j'aime pas l'énergie de cette personne, parce qu'il y a multiples façons d'enseigner le yoga. Ouais, non, mais le yoga, c'est pour les vieux. Expérimentons et faisons-nous, on va dire, une vraie idée grâce à l'expérience corporelle. Et puis, voilà, si ça ne le fait pas une fois, réitérer, parce que, à mon sens, c'est vraiment bien de pouvoir connecter, on va dire, cette discipline, parce que le yoga, ça demande vraiment un engagement qui peut vraiment aussi vous aider à connecter la beauté de l'être, et en passant par justement tous ces stades. Les 5 modes d'intégration du yoga. Alors, premier versant de la pratique yogique, c'est déjà la respiration. Vous avez remarqué que plus vous êtes stressé, plus vous êtes, on va dire, habité par une émotion que vous n'arrivez pas à faire tourner corporellement, plus votre respiration, elle s'accélère. Et les yogis de sagesse, on va dire, millénaire, disent que la durée de la vie se base sur le nombre de respirations. Donc, comment vous dire? La respiration correcte, c'est très important. Et en effet, là, je souhaite que vous soyez dans un état émotionnel calme, mais repensez par exemple à un état de colère, de tristesse, d'anxiété. Souvent ça part, hein. On a l'impression d'être en plein marathon. Quand on nous prend le pouls, c'est généralement assez catastrophique. Ensuite, les exercices ou asanas appropriés. Donc les asanas, c'est le nom en sanskrit pour parler des postures. Alors, bien sûr, quand on mobilise le corps dans des postures, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir travailler sur les organes, on va pouvoir s'appuyer sur un corps puissant, un corps fort. Un corps puissant, ça veut dire que, oui, en effet, le corps, il va pouvoir complètement assumer justement ces tempêtes qui nous traversent, et on va pouvoir compter sur lui dans les moments engageants. C'est juste génial d'avoir un corps en bonne santé et un corps puissant. Troisième chose importante, la relaxation, une bonne relaxation. Je peux vous dire, moi, que quand j'ai été dans des états de fatigue intense, la sieste, c'était juste très important. Et par exemple, si on veut faire une bonne sieste, faut avoir le pouvoir de se relaxer rapidement. Et plus on pratique la relaxation appropriée, plus finalement on arrive à vraiment se détacher des émotions, et surtout on va dire, de la tempête qu'elles provoquent. Ensuite, une nourriture et une hydratation saine. Là, je ne vais pas vous apprendre forcément grand-chose, mais si en tout cas vous avez envie d'améliorer, on va dire, cette connexion à votre temple, et vraiment de savoir que tout ce que vous y faites entrer est vraiment important, et bien rapprochez-vous des personnes qui savent le faire. Hein. Il y a énormément, on va dire, de professions aujourd'hui dans on va dire, ce qui vous fait du bien en termes de nourriture. Là, par exemple, l'Ayurveda peut vraiment vous aider. Également, tous les profilages alimentaires, parce que moi, par exemple, à l'ashram
en ayant les poux, on va dire, diagnostiqués, j'ai compris que, par exemple, le cru ne me convenait pas du tout. Et là, ça a été vraiment une révélation. Moi, j'adorais, je me suis dit nourriture vivante, nourriture crue. Je me suis aperçue, grâce, on va dire, à un profilage ayurvédique, que c'était une catastrophe. Mon feu digestif n'était pas assez puissant. Donc, c'est intéressant, parce que sur le papier, ça dit des choses, et puis avec un profilage, ça en dit d'autres. Donc, c'est toujours intéressant de consacrer un petit peu de temps et d'argent à ça, parce que c'est un des socles quand même les plus importants. Et la méditation. Alors, la méditation, je pense qu'on vous a rebattu les oreilles avec tous ses pouvoirs. Il y a bien sûr 1001 formes de méditation. Donc là, c'est pareil, hein. On se connecte à ses besoins, on se connecte à sa sensibilité, à ce qui nous fait du bien. On peut la faire assis, allongé, debout. Et si on en croit les bouddhistes, la vie est une longue méditation pour bien appréhender la mort. Donc comment vous dire, normalement, même quand on prend sa douche, on devrait appeler ça de la méditation. Le pouvoir de l'instant présent. Alors, on va approfondir un petit peu cette idée de respiration. Et on peut tout de suite conscientiser que cette image que vous voyez derrière moi, avec cette représentation du yin et du yang, c'est juste pour vous dire que la respiration, elle va vous permettre d'harmoniser votre système sympathique et parasympathique. Système sympathique, on va dire, c'est vraiment celui qui va nous permettre de mettre de l'accélération, de mettre de l'énergie là où on doit commencer à appréhender l'action. Et le parasympathique, c'est le frein, c'est ce qui nous permet de décélérer et de calmer, on va dire, la circulation d'énergie dans le corps. Et donc, la respiration profonde, consciente, elle va vraiment nous permettre de réguler ça. Et moi, c'est vrai que je préconise la respiration yogique, qu'on appelle la respiration des 3 étages. On inspire par l'abdomen, on fait monter l'air jusqu'au poumon, et l'air arrive jusque sous les clavicules. Et à l'expire, on baisse l'abdomen, on vide les poumons, et les épaules s'abaissent lentement. Ça, c'est ce que je préconise. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à connecter la respiration abdominale au début, et donc on remplit d'air les poumons. Le détail qui, à mon sens, change tout, c'est quand on inspire par le nez. Alors, dans beaucoup merci beaucoup, dans beaucoup d'art corporel, mais que ce soit le tai chi, le qigong, d'autres disciplines, on vous demande d'expirer par la bouche. Généralement, dans la pratique du yoga, il est préconisé d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Alors, 2 petits trous par rapport à un grand orifice, on se dit c'est un peu bizarre, mais mine de rien, quand on respire par le nez, ça nous permet de sécréter de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est très important justement dans, on va dire, l'aide qu'il nous apporte pour appréhender les émotions. Ça déstresse, ça permet de bien dormir, ça permet d'avoir, on va dire, un niveau d'énergie qui est stable, mais calme. Enfin, c'est une pure merveille. Donc, si vous voulez vous renseigner sur l'oxyde nitrique, vous verrez. Ouais, par le nez. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Voilà. Donc, la deuxième forme de respiration qui est préconisée, respiration profonde négative. Alors, celle-ci, elle vous invite à vraiment on va dire, remplir abdomen, poumons, et vider les poumons. Et là, vous faites un stop. Vous faites une rétention. J'aime pas dire qu'on bloque, hein, on retient le souffle. Et là, c'est vraiment, on va dire, une respiration qui va vous permettre de connecter l'énergie tellurique, qui va vous permettre vraiment de retrouver un regain d'énergie, qui va vous permettre, par exemple, si vous êtes un petit peu tête en l'air, vous avez le mental qui fluctue, vraiment de faire redescendre l'énergie vers le chakra du bas. Donc c'est très intéressant de savoir ça, parce qu'on peut pratiquer cette respiration où on veut, quand on veut. Donc on retient qu'on inspire, on vide les poumons, et là, on retient le souffle. La respiration positive, c'est l'inverse. Positif comme plein. Là, on va inspirer, on remplit les poumons, on retient le souffle à ce moment-là. Et là, cette respiration positive, elle va nous permettre de faire remonter l'énergie. Donc par exemple, je ne sais pas si on a
une décision à prendre. On a envie de nourrir un petit peu justement ces connexions, on va dire, aux intuitions. C'est une super respiration pour ça également. Et alors généralement, il est indiqué de commencer par la respiration négative, engager sur la respiration positive. On peut faire des cycles. Et si on peut le faire pieds nus, dehors, c'est vraiment juste génial. Essayez, vous verrez, c'est vraiment bien. Respiration négative aussi, on peut les faire. Alors j'ai le micro, mais en ayant les bras ouverts sur les côtés. Et positif, on monte les mains au-dessus de la tête. Là, c'est pareil, ça amplifie les effets. Donc voilà pour ces conseils sur la respiration. Également, le yoga pour apaiser le chakra des émotions. Alors, généralement, on associe, on va dire, le corps à 7 centres d'énergie. Et le chakra numéro 3, c'est celui qu'on appelle le chakra des émotions ou le plexus solaire. Donc, il est entre le nombril et le sternum. Et généralement, on le sent quand on n'arrive pas à trop, justement, digérer nos émotions. Il nous challenge pas mal. Il peut nous donner l'impression d'étouffer parfois, puisque bien sûr, il agit aussi sur le cœur. Il peut nous donner, l'envie de vomir. Quand les énergies sont stagnantes dedans, c'est pareil, on peut avoir des perturbations intestinales. Enfin, généralement, on repère facilement les désagréments liés à ce chakra des émotions. Et l'apaiser, je préconise une petite technique, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on va dire qu'on peut associer des couleurs au chakra. Et donc, premier chakra, couleur rouge, ensuite la couleur orange, jaune, enfin bref, je ne vais pas vous faire le cours sur la couleur des chakras. Mais par exemple, pour celui-ci, il est préconisé, donc pour apaiser celui-ci, ou l'harmoniser en tout cas, il est préconisé donc de joindre l'index, le pouce et le majeur, de toucher son chakra des émotions, le 3e, plexus solaire, d'inspirer donc de façon consciente, donc on se connecte bien à ce chakra, en bloquant la respiration, en retenant la respiration quand les poumons sont pleins, et vous inspirez la couleur orange, et à l'expire, vous la faites bien descendre dans le sol. Donc la couleur des chakras, ces 3 doigts qui sont joints, et tout simplement, vous déposez vos doigts. Et pour ceux qui ont des problèmes gastriques ou des problèmes d'œsophage, juste déposer les doigts, c'est suffisant. Mais ça marche vraiment bien, donc je vous invite à essayer. Alors, les postures ou les asanas libératrices, c'est vrai que pour ceux qui pratiquent le yoga, il y en a ce soir dans la salle, j'en connais. Vous savez à quel point les postures nous permettent vraiment de libérer toutes les zones où les énergies sont cristallisées. Et notamment, en tout cas, ce qui concerne les émotions, c'est vraiment bas du corps, donc tout ce qui est bassin, bien sûr, les organes, rate, poumons, estomac, vessie, enfin bref, toutes ces postures, elles sont vraiment là, en tout cas, pour soutenir le corps, pour le fortifier, pour l'harmoniser. Et c'est vrai que j'en ai sélectionné que quelques-unes parce que vous savez qu'il y en a pléthore. Et le but, c'est pas de. Aujourd'hui, on trouve tout sur le net, on peut se rapprocher de profs. Enfin bref, les conseils, vous allez les trouver facilement. Mais en tout cas, je voulais partager avec vous, moi, celle que je trouve bénéfique. Et donc la première, c'est la posture sur les épaules, qui se décline ensuite en charrue. Et c'est vrai que cette posture sur les épaules, elle est vraiment formidable pour tonifier sa colonne vertébrale. Et pour ceux qui le savent, système sympathique et parasympathique, Ida et Pingala sont le long de la colonne vertébrale, côté gauche, côté droit. Donc c'est vrai que c'est vraiment une posture qui va vous permettre de tonifier votre colonne vertébrale, donc d'apprendre aussi à faire tourner les énergies autour de cette colonne centrale. Elle va également vous permettre de libérer, on va dire, toute la région abdominale. Et par exemple, pour les gens qui sont constipés, c'est aussi une cristallisation des peurs, les intestins bloqués. Là, vous allez vraiment pouvoir agir là-dessus. Et puis, vraiment, cette posture, je trouve qu'elle a ça de force, c'est que quand on arrive vraiment à s'installer dedans,
Parce que bien sûr, les premières fois, tout est engageant, hein, c'est normal. Mais quand on est vraiment stabilisé, je trouve que c'est une des meilleures postures pour faire ce que l'on appelle la distanciation ou la satellisation. Et vraiment prendre un vrai focus sur les émotions qu'on a envie de mieux appréhender. Parce que, bon, par exemple, je ne sais pas, moi, vous vivez un moment très engageant et c'est vraiment pas le moment, on va dire, d'étaler ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur. Bah déjà, vous pouvez dire à votre corps, c'est OK, j'ai entendu le message, ça c'est bon, j'ai bien lu les signaux, en revanche, je m'en occupe plus tard. Bah, dans cette posture, vous pouvez vraiment profiter pour bien vous installer et justement satelliser. Donc vous imaginez un satellite, hein, il voit toujours la Terre, il reste toujours, on va dire, dans un orbite proche pour profiter de sa gravité, mais vous avez vraiment le recul suffisant, nécessaire pour agir, voir là où ça vous challenge, ce qui est caché derrière cette émotion. Donc vous vous rappelez de certaines choses, hein, impuissance, tristesse, frustration, colère, enfin bref, il n'y en a pas 10 000 hein, des émotions, hein, il y en a 4 majeures et puis quelques autres. Hein. Mais voilà, faire un vrai travail d'introspection, donc à la bonne distance, hein, parce que le but, ce n'est pas justement d'oublier le message, d'en prendre l'enseignement, et de pouvoir agir, et de se dire, bon, bah, la prochaine fois que cette émotion elle se représente, je vois comment j'agis, et surtout, j'essaye de prendre l'enseignement qui va avec. Donc je trouve que cette posture-là, elle est vraiment bien pour ça. Ensuite, le chien tête en bas. Alors, pour moi, c'est vraiment une posture de lâcher prise. La première fois que je l'ai pratiquée, je me suis dit, waouh, mais attends, on va faire 20 respirations dans cet état, ça va pas être possible, quoi. Donc 20 respirations, c'est un cycle d'inspire et d'expire. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Adho Mukha, ça ne me va pas du tout. Et la prof directe, elle nous a dit, vous savez, au début, vous allez détester cette posture et vous allez rapidement vous rendre compte qu'au final, c'est une posture de lâcher prise. Et que entre les enchaînements, bah, dans celle-là, vous allez être super bien. Et ben, vraiment, quand on a envie, justement, après avoir, on va dire, fait une bonne distanciation avec l'émotion, remercier le corps en lâchant tout, on est porté par la terre, hein, pieds et mains sont bien ancrés dans le sol, et le coccyx, lui, se rapproche, on va dire, de l'énergie céleste, et on se laisse porter par la vibration. Et si on peut monter dans la joie, bah alors là, c'est le top, en sachant que, au final, la joie, ça peut être très simple. Hein. Il faut déjà déclencher un sourire. En fait, vous pouvez faire le test là en direct. Vous voyez, ça fait du bien généralement. Hein. Et dans cette posture également, on va tonifier les membres inférieurs. On va bien vérifier aussi la sécurité en travaillant sur ses appuis. La sécurité est très, très importante justement quand on veut édifier un bon socle de confiance. Et puis à loisir, le matin aussi, elle est très bien pour détendre le dos. Une autre posture qui est celle de l'arc. Alors elle est un peu plus engageante. Généralement, oui, hein, il y a cette idée de tendre l'arc pour vraiment qui donne toute sa préscience. Et elle est vraiment juste, vraiment cette posture-là très très bonne pour libérer tout ce qui est bloqué dans l'abdomen. Donc on le voit, hein, on attrape ses chevilles et puis ensuite on ouvre. Quand on est toujours à l'expire, hein, les efforts, on les accompagne de l'expire pour soulager. Eh bien, c'est pareil, tester là, elle permet vraiment de libérer tout ce qui est resté bloqué. Et moi, par exemple, j'aime bien pousser un cri dans cette posture en lâchant tout ce que je ne veux plus. Et tout ce que j'ai bloqué. Bien souvent, on dit que le premier cerveau, c'est quand même finalement l'intestin. Hein. Il semblerait qu'on ait plus de neurones dans cette zone que finalement dans le cerveau. Donc, elle est aussi très, très bénéfique pour complètement soulager les tensions dans l'abdomen. La posture de la sauterelle. Alors, ce qu'il y a de bien dans le yoga, c'est qu'on a les images animalières. Donc, ce n'est pas forcément un animal totem, la sauterelle, mais en tout cas, elle montre beaucoup d'énergie. Et quand c'est pareil, on est figé. Moi, je trouve que c'est la posture idéale pour éradiquer la peur. Hein, parce que la peur, c'est quand même, on va dire, l'émotion qui nous fige le plus. Hein. C'est clairement la peur, elle est là pour protéger l'ego, protéger le mental, parce que c'est le seul qui va mourir un jour, hein, au final.
C'est pour ça qu'elle est, on va dire, si difficile à appréhender. Donc, dans cette posture de la sauterelle, on va vraiment également accompagner le corps. Et là, on va pouvoir éradiquer aussi un fléau de notre civilisation moderne, qui est la station assise. Parce que généralement, on comprime le dos dans la station assise, et la force, elle provient de là. Le dos, pardonnez-moi, le ventre. Et la force provient du ventre. Donc là, on va pouvoir vraiment bien aussi libérer toute cette zone et bien sûr confronter toute notre force aussi qu'on a à l'avant du corps, celle qui engage vers l'action. Et voilà, elle est aussi bien, mais toujours à expérimenter. Le poisson. Alors le poisson, lui, il va nous permettre d'ouvrir complètement les poumons, réoxygéner tout le corps, hein, puisque là, on va vraiment ouvrir la surface, complètement l'agrandir, et on va pouvoir surtout libérer le sternum et toutes ces énergies bloquées au niveau du chakra des émotions. Et c'est vrai que dans le poisson, on a vraiment aussi la possibilité de mettre de l'énergie dans le chakra frontal, le troisième œil. Et là, c'est pareil. Quand on est au courant de quelque chose, qu'on a envie, on va dire, de s'en libérer, de bien évoluer avec, c'est toujours positif de se connecter à son pouvoir personnel et à ses intuitions. Et c'est vrai que dans cette posture, on s'oxygène, on se tonifie, on libère la tristesse dans les poumons, et puis on envoie aussi l'énergie dans le chakra couronne, dans le chakra frontal, et c'est du bonheur. Hein. Et on ouvre le vortex du cœur, puisqu'on est complètement ouvert. Voilà, voilà. Alors, la posture de relaxation. Pour ceux qui pratiquent le yoga, vous adorez généralement entendre Shavasana. Ça fait du bien, c'est le moment où on se détend, c'est le moment où on se régénère. Et c'est vrai que moi, j'invite beaucoup dans les cours que je donne à relaxer le corps au maximum. On lui demande un engagement et on lui donne tout de suite un signal de détente. Donc, 2-3 postures engageantes, détente. Et ça, c'est bien parce que le corps, mine de rien, faut être sympa avec lui. Hein. Non seulement il va nous porter jusqu'à la fin, mais de surcroît, si on le brusque un peu trop, forcément, il va donner beaucoup moins la fois d'après. Donc, c'est important de le conscientiser. Donc, c'est vrai qu'il y a à peu près que dans le yoga qu'on mixe les postures engageantes et la relaxation. Donc, en tout cas, moi, 3 postures, relaxation. Généralement, c'est comme ça. Au fil de l'eau, en fonction des besoins des gens, mais c'est comme ça que je le conçois. Et ce qu'il y a de bien dans la relaxation, c'est que vous allez pouvoir reprogrammer votre subconscient à des signaux de détente. Et par exemple, vous allez pouvoir vraiment apprendre à vous relaxer, mais vraiment juste en vous répétant mentalement des mots. La posture de relaxation, généralement, elle part des pieds, et puis elle monte gentiment par les muscles, les organes, enfin bref, on visite les zones et on les invite à la détente. Et généralement, dans un cours, on va vous dire, répétez mentalement après moi ces choses. Et vous pouvez faire ça où vous voulez, puisque c'est silencieux. Et donner des instructions à notre corps, à nos muscles, à nos organes, c'est vraiment c'est très performatif. Hein. Vous pouvez le faire, je vous dis, à n'importe quel moment. Dès qu'une émotion arrive et que vous ne savez pas trop quoi en faire, on détend ce corps. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir continuer par détendre le mental. La relaxation, c'est ça, hein, le corps, le mental. Et puis, on va arriver à un niveau plus spirituel, puisque quand le corps et le mental sont détendus, on peut visiter d'autres espaces et se connecter vraiment à des états aussi modifiés de conscience. Et c'est juste génial. Enfin, en tout cas, dans les relaxations guidées, il y a souvent de belles prises de conscience et on va dire un bel état de confiance qui s'installe. Donc la méditation, comme je vous le disais, la méditation, peut-être vous en avez déjà fait l'expérience, je pense, qui n'a pas entendu que c'était bénéfique pour le corps. C'est vrai que dans la méditation, c'est pareil, on appréhende gentiment le mental. Hein. Le but, c'est de venir avec beaucoup d'amour, d'apaiser toutes ces fluctuations, de les accueillir, pas de jugement, le rythme, peu importe.
Et puis, on essaie de s'installer dans un corps confortable. Et c'est pareil, on est à l'écoute, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de diktat de la posture, de la façon dont on appréhende son corps. Normalement, c'est de l'énergie d'amour et de relance à soi, donc assis, debout, allongé, enfin bref, on la pratique comme on le sent, comme on le souhaite. Et surtout, on essaie d'être dans l'abnégation et dans l'amour. Et pour moi, c'est vraiment les plus belles énergies d'accueil vers soi. Au début, peut-être que c'est engageant. Au début, on voudrait des résultats particuliers. Mais non, on lâche tout ça très rapidement parce que la méditation, justement, c'est l'accueil de l'instant présent avec tout ce qui se passe à l'intérieur, justement, de notre neurobiochimie corporelle. Donc, moi, j'aime bien l'accompagner de mudras parce que c'est comme ça que j'ai appréhendé le yoga dans cette tradition indienne. Et c'est pareil, vous pouvez vous connecter à la puissance des mudras en cherchant sur le net. Les mains, c'est le prolongement du cœur. On a énormément de sous-chakras et ceux des mains sont très puissants. Tout ce qui est, on va dire, technique énergétique passe par les mains généralement. Et dans les mudras, on apporte encore un peu plus de conscience, encore un peu plus de reliance dans ces outils qui ont été largement expérimentés. Et c'est pareil, c'est toujours une connexion intéressante à faire avec sa multidimensionnalité. On voit ce qui se passe. Et surtout, on essaye jusqu'à ce que vraiment on sente les bienfaits. Mais on se reconnecte à cette idée que la vie est une longue méditation pour mieux vivre ce moment de passage. Et déjà, ça prend du sens et de l'importance. Alors, hydratation et nutrition. Au début, j'avais inversé les mots. Et de nouveau, expérience personnelle. Bon, moi, je suis bélier, ascendant sagittaire, double signe de feu. Et j'avais bien pris conscience que l'hydratation, c'était important. De toute façon, j'avais tout le temps soif. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là que l'hydratation allait vraiment, enfin la bonne hydratation, en tout cas celle qui me convient, allait vraiment changer ma vie et pouvoir m'aider à installer un vrai socle de santé. Donc, on peut rigoler avec ça, mais l'hydratation, ça ne passe que par l'eau. Il n'y a que l'eau qui hydrate. On oublie tout le reste. On oublie les tisanes, on oublie le thé, on oublie la soupe, on oublie le stop. Il n'y a que l'eau. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore, on va dire, conscientisé l'importance de vous hydrater, essayez de vous y mettre dès demain. Voilà, 1 verre d'eau par heure, à peu près, parce que le but, ce n'est pas de boire des quantités énormes qui vont diluer les sucs gastriques et la poche stomacale. Mais en tout cas, faites aussi ce geste d'amour pour vous et vous allez voir à quel point cet élément est très important. De toute façon, 9 molécules sur 10 sont constituées d'eau à l'intérieur de nous. Et vraiment, par expérience, offrez-vous ces instants précieux. La nutrition, bon, je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose. Si on conscientise donc, que chaque corps est un temple, donc, vous faites attention à ce que vous ingérez. Un des piliers du yoga, donc vous allez éviter bien sûr tout ce qui va acidifier votre corps. Vous allez éviter donc le sucre, l'alcool, enfin bref, les régimes trop carnés. Il y a plein de conseils et comme je vous dis, c'est pareil, il n'y a pas une recette miracle, il y a ce qui vous convient surtout. Mais c'est vraiment important aussi de s'honorer avec tout ce que l'on ingère chaque jour. La meilleure personne qui peut s'aider soi-même, c'est nous. Et petit à petit, voilà, en fonction toujours de notre écologie et de là où on veut aller, à la vitesse que l'on choisit, de prendre de bonnes résolutions. Dans la salle, il y a plein de personnes qui, en tout cas, peuvent vous donner des conseils. Il y a des personnes qui ont vécu l'expérience. Et c'est vrai que ça vous permet vraiment une véritable transformation. Alors, la bonne nouvelle, on va dire, par rapport à l'expérience terrestre que l'on vit, c'est que vraiment, la réussite n'est qu'une éducation neurologique. Au final, on peut tous avoir une vie magnifique. C'est vraiment quand même la très très bonne nouvelle parce qu'on est tous en capacité de se reprogrammer. Alors, on peut appréhender aussi toujours les techniques qui nous font du bien, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de fatalité.
L'épigénétique aujourd'hui nous montre bien que tout ce qu'on nous a raconté sur l'héritage génétique, sur les programmations, on peut déjouer bien des choses et qu'au final on peut vraiment fabriquer la vie de ses rêves. Et donc je vous ai mis quelques phrases là qui peuvent paraître comme ça un petit peu soit poétiques, soit complètement candides ou naïves, mais quand on va dire on atteint des états de conscience modifiés, quand on ouvre le vortex du cœur et qu'on déclenche vraiment l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour de soi quand on aime les autres, ça c'est aussi très très puissant, et qu'on arrive vraiment aussi à déclencher la gratitude, ces phrases elles prennent vraiment leur sens, de désirer la personne qu'on est déjà, c'est-à-dire de conscientiser que chacun est un trésor, que déjà honorer qui vous êtes et reconnaître vos qualités et installer la vie sur cette reconnaissance, c'est juste génial. Bien sûr l'accepter, donc on désactive le juge une bonne fois pour toutes. On sort la poêle à frire et on lui tape sur la tête. Mais ce juge, il est vraiment puissant et donc dans des petits détails, dans des petits moments, c'est vraiment important de le repérer. Mériter de la personne qu'on est déjà, parce que oui, on mérite tout ça et on peut complètement jouir de ce qu'on a réussi à installer et éprouver. Et puis, bien sûr, aimer la personne que l'on est déjà. Et voilà, si un jour on a le loisir, on pourra faire une méditation collective sur ces exercices. Mais c'est vrai que c'est vraiment puissant. Il faut juste les vibrer un jour pour savoir à quel point elles peuvent vraiment tout changer dans votre propre musique et dans votre reliance personnelle. Si j'ai le temps, j'aimerais vous lire un petit texte parce que dans la vie, on dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des synchronicités. Et aujourd'hui, on m'a envoyé un texte qui vraiment, on va dire, résonne avec ce que je partage avec vous ce soir. Et donc, je vous le lis. Je me permets. Donc, je me permets de m'exprimer. C'est la clé de l'authenticité. De me tromper, c'est un signe d'humilité. De risquer, c'est un pas vers la liberté. De dire non, c'est le gage de mon affirmation. D'écouter, c'est l'itinéraire de la vérité. De m'isoler, c'est le seuil de mon intériorité. De m'interroger, c'est l'éclaircie de l'incertitude. De dire la vérité, c'est le miroir de ma transparence. De m'émouvoir, c'est l'ouverture à l'émerveillement. De pleurer, c'est l'éclosion de ma sensibilité. De rire, c'est l'apanage de ma joie. Vous pouvez rire, c'est ok, je suis dans l'accueil. De chanter, c'est le palliatif de la tristesse. De prier, c'est l'abreuvement à la source. De pardonner, c'est l'ultime pas vers la libération. Et de remercier, c'est l'amorce vers la gratitude. Et je crois que quand on veut vivre la vie de ses rêves, quand on veut justement atteindre ces visions, c'est vrai que c'est sur le socle de la gratitude qu'on peut tout faire pousser. Bien souvent, quand on accompagne un enfant dans la vie, on essaie de lui faire connecter ces moments-là. Et on sent que déjà petit, c'est pas si évident d'éprouver de la gratitude. C'est pas si évident de reconnaître la valeur de soi-même, la valeur des autres. Parce que y a des croyances limitantes qui sont, on va dire, très très vite installées. Enfin bref, la gratitude, c'est un mot tout simple, mais l'expression à l'intérieur de soi, c'est vraiment, à mon avis, le plus beau chemin qu'on a à faire sur la terre, vers soi et vers les autres. Et j'ai désiré donc vous mettre quelques couvertures d'ouvrages que je recommande. Donc on trouvera un moyen sur le site internet, par exemple, pour vous les faire passer si vous n'avez pas forcément le temps d'écrire ces titres. Mais c'est un partage, on va dire, presque de livres de chevet, des livres qui m'ont permis non seulement de conscientiser, mais aussi de mettre en pratique plein de choses, parce que qui dit reprogrammation dit quand même exercice, qui dit
fitness émotionnel, gymnastique émotionnelle. Et c'est comme tout, hein, ça demande de l'engagement, de l'énergie, ça prend un peu de temps, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. N'est-ce pas? Donc si vous avez des questions, c'est le moment des interactions. En sachant que comme je n'avais pas de mes notes, je pense qu'il y a des informations que j'ai certainement omis, mais on aura le temps d'échange à la fin pour que je vous donne les antidotes à la peur, par exemple. Il faudra rester après pour avoir ça. Donc, y a-t-il des questions? Non? You need. Shavasana. Shavasana, ouais. Shavasana. Pourquoi les pieds sont un dedans comme ça? Alors, dans cette posture de relaxation sur le ventre, hein, parce qu'on peut également la faire sur le dos, généralement, il est indiqué que les gros orteils sont en connexion, tout simplement pour installer la sécurité. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce qui est relayé, parce qu'il semblerait que quand les orteils se connectent, le corps peut vraiment se détendre. C'est comme un signe de confiance, tu vois. Donc c'est comme ça que je la donne. Mais par exemple, lorsqu'on est sur le dos, là, on a complètement les pieds ouverts vers l'extérieur. Ouais. Mais voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que je relais. Et c'est vrai que ça fonctionne bien quand même. On peut vraiment bien détendre le corps dans cette posture allongée. Et vous avez parlé aussi des 5... vous avez parlé de yoga, vous avez parlé de la respiration, relaxation, exercice, nourriture, méditation. Cet ordre est réfléchi ou n'importe? Alors, pareil, elle provient de l'école Shivananda, dans laquelle donc, j'ai été formée au yoga. Et elle est donnée par ordre, on va dire, d'importance, mais toujours selon cette tradition. Hein. Moi, je la relaye comme ça parce que, à dire vrai, c'est vrai que je trouve que ça commence comme ça, en tout cas, par la respiration, par les postures, enfin bref, l'alimentation, tout ce qui a été donné. Mais toujours écoute de soi-même, de ses besoins. Si quelqu'un, on va dire, a vraiment envie de vivre le changement en traversant tout de suite, on va dire, par des états de méditation et qu'il est prêt, c'est super OK. Mais en tout cas, l'important, c'est d'intégrer ces 5 piliers de façon digeste. Voilà. Mais au moins d'en prendre conscience et de se dire, si j'ai vraiment envie de vivre un véritable changement, en tout cas, je sais que ces 5 piliers sont vraiment importants, quoi. Ça tombe bien, on a 5 doigts, c'est facile à retenir. Ça ne demande pas d'effort. Est-ce que c'est le mot? Non? L'introduction, c'était tout ce schéma émotionnel, enfant, adolescent, adulte. Et après, tu as parlé de yoga. Ouais. Et maintenant, tu es comment après le yoga? Alors, après le yoga, je suis vraiment dans le respect de moi. Après le yoga, j'ai vraiment envie de m'honorer tous les jours. Je pense que cette discipline, elle m'a vraiment permis de connecter à quel point j'étais un être important, que je me faisais passer en premier aujourd'hui et que vraiment, je me traite en première classe. Et ça passe justement par ces 5 piliers, quoi. C'est ça vraiment, peut-être, on va dire, le message à faire passer. Donc, c'est pareil, voilà, je suis une ambassadrice de tout ce qui fait du bien et c'est toujours, en écoute de soi-même. Mais à mon sens, c'est une des disciplines qui vraiment est la plus globale et la plus intégrative, puisque ne serait-ce que dans la pratique corporelle, on fait visiter tous ces changements, tous ces états. Et on nous conscientise justement sur l'apaisement du mental, sur les soins vers le corps, les soins vers les organes, et puis aussi toute notre dimension spirituelle. Parce que c'est ça une démarche holistique, c'est ça une démarche intégrative et globale. C'est ne pas reléguer à l'arrière nos besoins fondamentaux. Et on est quand même, on va dire, un être divin qui est venu vivre une expérience terrestre. Mais à la base, c'est quand même dans ce sens-là que ça se passe, quoi. Donc, je trouve que tout est bien, mais la pratique sportive, c'est pas suffisant.
souvent on me dit ouais mais le yoga ouais c'est quoi c'est un sport de plus. Bah ça dépend des cours que l'on visite. Hein. C'est clair qu'il y a peut-être des cours qui se donnent comme ça seulement dans cet espace corporel, mais c'est tellement plus vaste que ça quoi. Et pour moi 1 heure de yoga ça nous permet vraiment de nous régénérer sur tous les plans quoi, de nous connecter justement à toutes ces dimensions. Donc c'est vrai que c'est quand même un conseil que je donne énormément, de dire au moins visite cette pratique, vois ce que tu en fais, mais que cette expérience-là, elle ne soit pas vide d'un passage dans une connexion au yoga, quel qu'il soit. Moi, par exemple, j'ai expérimenté cette formation à l'ashram parce que ça correspondait vraiment à mes envies. Parce que quand on est amoureux de l'Inde, on est amoureux du sanskrit, on est amoureux de toutes ces divinités, de ces énergies, parce que quand même l'hindouisme, c'est, on va dire, pour moi c'est même pas une religion, quoi, mais c'est une connexion, on va dire, aux énergies, purement et simplement. C'est juste, ça nous ouvre quand même la conscience et justement, ça nous permet de revisiter tous ces codes, hein, que ce soit religieux, sociétaux. Ça nous permet vraiment de nous faire une véritable opinion et un chemin vers notre vérité. Et voilà, moi je te dis, j'ai adoré cette expérience parce que j'ai chanté, on a pratiqué les postures, on nous a permis de nous conscientiser sur l'importance de la méditation. Et c'était 30 jours avec des vrais changements, quoi. Tu vois, 5h30, 22h30, tu peux te dire que si tu n'arrives pas à te transformer à ce moment-là, c'est juste, tu n'y arriveras jamais, quoi. Surtout avec la force d'un groupe, c'est une expérience que je recommande à tout le monde parce qu'au final, ça va, on peut le faire. D'ailleurs, on va dire que c'est un format qui a été, entre guillemets, créé pour l'Occident parce que c'est difficile pour nous, on va dire, de pouvoir se libérer pour plus de temps. Mais il y a un avant et un après cette expérience. C'est vrai que... Donc ça tombe bien, en plus, c'est tout près de Tours. Chacun peut y aller. Le yoga que tu définis avec les 5 piliers, ça me fait penser beaucoup au yoga intégral de Sri Aurobindo. Est-ce que c'est... Ouais. Ah, ok. Ça, c'est tout à fait dans cette mouvance. À vrai dire, ça s'appelle du Hatha Yoga, mais pour moi, il est bien au-delà de ça, parce qu'on visite le Raja Yoga, qui est donc le yoga royal, le yoga de la connaissance, le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga. Le yoga du chant, c'est juste génial, quoi. Il y a énormément de personnes qui, aux 2 premières sessions, se disent « Mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Mon Dieu, j'ai l'impression d'être rue nationale avec un défilé de gens qui ont un problème. » Et généralement, ceux qui résistent le plus au chant, au yoga du chant, c'est ceux qui, à la fin, sont le plus ouverts. Et c'est vrai que ça fait monter la joie. Enfin bref, ça permet de... Ah oui. Et d'harmoniser aussi beaucoup les chakras. Enfin, c'est vrai que... Et il faut savoir aussi quand même que le sanskrit, on dit que c'est la langue des dieux. Et que chaque syllabe prononcée en sanskrit vient chatouiller un des pétales de vos chakras. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les chakras représentés sous forme de fleurs avec des pétales, ou en tout cas de formes. Eh bien, il faut savoir que chanter le sanskrit, ça nous permet aussi de nous faire du bien sur tous les plans. Puisque, bon, c'est très réduit ce que je vous dis du yoga, mais dans ce livre-là, le grand livre du yoga, justement, on parle de tout, quoi. Et je me souviens vraiment, je crois d'ailleurs que la Swami, donc on va dire la femme qui avait fait vœu monial dans l'ashram, quoi, une femme qui ne se consacrait qu'à l'enseignement du yoga, disait « La seule chose que je vous demande au sortir de cette formation, c'est de retenir que tout est énergie, tout est vibration. » Et je me souviens qu'elle tapait sur le micro pour bien nous réveiller, bien sensibiliser les oreilles, en disant « Ça, c'est de l'énergie ralentie. Nous ne sommes pas que ce corps. Voilà, nous sommes condensés. » Mais au-delà de ça, justement, quand on peut libérer le mental et qu'on peut appréhender notre multidimensionnalité, on fait une expérience quand même beaucoup plus riche, quoi. Parce que c'est vrai que le but, c'est quand même d'essayer de se détacher de ce corps et de ce mental pour visiter des états d'expansion un peu plus grands. Et pas besoin de prendre
forcément des substances pour ça, quoi. Il faut juste travailler son équilibre, enfin bref, voilà, considérer qu'on est un temple, et à l'intérieur de ce temple, comme dirait Kirikou, il y a des joyaux, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, si les questions voilà, si j'ai répondu aux questions, si, on va dire, la conférence de ce soir a été infusée, vous avez tout bu, c'est bon. Je vais passer la parole à Delphine. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Reste là, reste là, reste là. Merci pour cette conférence très profonde et joyeuse. Voilà, à ton image. Merci de ta générosité. Et puis, on se rejoint là pour, autour d'un verre si vous en avez envie. Voilà, puis tu vas pouvoir continuer à partager ça. Les antidotes de la peur. Voilà. On n'a pas pris toutes les molécules ce soir. Hein. On va faire soft. Hein. Tout le monde pourra prendre la route. Bonne soirée à vous. Merci. Je bois.